Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 233.1. Au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer une petite introduction des VPN technologies, ou bien une introduction des technologies VPN. Plus précisément, on va attaquer la différence entre un VPN site-to-site et puis en fait un VPN Remote Access. Très bien. Alors, c'est quoi un VPN? Alors, un VPN, c'est l'abréviation de Virtual Private Network, ce que veut dire en français un réseau privé virtuel. L'objectif, pourquoi en fait on fait un VPN, c'est pour créer des connexions de réseaux privés de bout en bout. C'est-à-dire c'est que j'ai un équipement qui est par exemple à Boston, et puis en fait j'ai un autre équipement qui est à Paris. J'ai pas un moyen, on dirait, j'ai pas un moyen de créer ou bien de passer par un réseau opérateur parce que ça me coûte un budget derrière et j'ai pas le choix de seulement de passer par un réseau public internet. Dans ce cas-là, la meilleure manière c'est de créer un réseau privé virtual private network, c'est ce qu'on appelle en fait un VPN. Parce que le VPN derrière, c'est qu'il permet de créer ce qu'on a dit, ce qu'on va appeler en fait un tunnel. Donc un tunnel VPN donc, entre un équipement qui est par exemple à New York et puis en fait un autre équipement qui est à Paris. Ok, donc je prends mon stylo, hop. Donc admettons que c'est un équipement ici par exemple qui est à Paris. Ok, et puis en fait cet équipement qui par exemple qui est à New York. Alors dans ce cas là je dois donc j'ai pas un budget, donc j'ai décidé donc de créer un VPN. Donc le VPN entre Paris donc et Cisco par exemple et entre donc mon siège qui est à New York, c'est que je crée donc un tunnel VPN. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est comment moi je peux identifier que ça c'est mon réseau Paris et ça c'est l'autre donc qui est à New York. Tout simplement pour identifier donc les gateways sur Internet, il faut disposer, c'est ce qu'on appelle en fait une adresse IP publique. Donc c'est une adresse publique donc que l'opérateur, votre fournisseur d'accès Internet qui va vous fournir ça. Et puis en fait, c'est que à partir de ces adresses publiques qui sont configurés au niveau de l'outside de l'outside en fait de ces équipements, par exemple donc ici et puis en fait par exemple ici. Donc je peux identifier donc mes gateways donc sur internet et puis en fait je peux établir donc en fait un tunnel VPN entre ces deux gateways. Très très bien. Maintenant, il y a un point très important, c'est ce qu'on appelle la sécurité. Donc maintenant, on a pu identifier, donc on a créé une tunnel. Ok, donc un VPN est privé en ce que le trafic est donc crypté pour garder donc les données confidentielles pendant le transport sur les réseaux publics. Je m'explique un peu plus en détail. Tout simplement lorsque je dis les données sont confidentielles, parce que tout simplement moi au niveau de ce tunnel, donc bien entendu je devrais penser donc à ma sécurité parce que c'est primordial et c'est indispensable. Donc je vais intégrer des algorithmes par exemple de chiffrement, par exemple comme le AES par exemple des 156 pour chiffrer donc mes données au niveau du tunnel et qui va transporter donc mes données et donc mes informations. Très bien. Après, donc, on peut rajouter de l'integrity, ce qu'on appelle en fait du hashing, par exemple comme du SHA, par exemple SHA-2, donc SHA-1, donc tout dépend en fait de la sécurité que vous voulez mettre en place. Est-ce que voilà, donc c'est une sécurité forte ou bien moyen. Donc après tout dépend aussi donc les performances au niveau de vos équipements, parce que ça joue en fait un rôle qui est très très important aussi. Dans ce cas-là, par exemple, pour assurer, donc vous avez en fait la confidentialité, vous avez par exemple donc l'intégrité des données, c'est que voilà, vous pour être sûr et certain que les informations qui circulent en fait au niveau du tunnel n'ont pas été modifiées. Donc c'est-à-dire le hash qui arrive en fait au niveau de Paris, donc c'est le même en fait qui arrive en fait au niveau de New York. Ok. Alors, parmi les avantages VPN ou bien les principaux avantages des VPN, donc moi j'ai essayé de résumer donc ces avantages dans 4 points. Alors parmi ces points, et le premier point que je vais citer, c'est ce qu'on appelle réduction des coûts.
Dans ce cas-là, c'est que les organisations peuvent utiliser des VPN pour réduire leur coût de connectivité tout en augmentant simultanément la bande passante de connexion à distance. Bon, je m'explique ce point-là en prenant deux exemples. Alors, dans le premier exemple, admettons que vous avez donc un siège qui est à Paris, un autre siège qui est à New York. Alors, pour connecter ces deux sites qui sont à distance, c'est que vous passez par, on va dire, une solution opérateur. Donc, prenez l'exemple d'un MPLS. Alors, je suppose que, voilà, donc si vous allez passer par un MPLS, donc de l'opérateur, c'est que vous devez consacrer un budget annuel pour payer ce opérateur. Ok? Parce qu'en fait, là, vous utilisez bien entendu l'infrastructure de l'opérateur. Dans ce cas-là, il vous dit le VPN. Donc moi, je propose une solution et qui est gratuite. Il faut juste en fait, par exemple, de disposer des adresses publiques dans les deux côtés, en créant par exemple un VPN site to site entre les deux côtés. Donc vous allez passer par un tunnel VPN donc, qui sera sécurisé et ça sera transparent pour les utilisateurs sans aucun problème. Ok? Donc dans ce cas-là, vous allez réduire les coûts. Très bien. Un deuxième exemple, par exemple, qu'on peut trouver, c'est les connexions à distance. Admettons que admettons vous avez des utilisateurs qu'il faut qu'ils se connectent au réseau d'entreprise. Donc au lieu que vous allez payer par exemple des licences de la VDI, Virtual Desktop Infrastructure, ou bien vous allez mettre vous allez mettre des machines au niveau du cloud, par exemple des machines au niveau du cloud ou bien du VDI, c'est que vous pouvez configurer par exemple un SSL VPN ou bien un IPsec VPN pour permettre à ces utilisateurs de se connecter à distance au niveau du réseau d'entreprise. Il y a un point très important, et ce dont en fait les entreprises donc, ils se sont confrontés pendant cette période de confinement, c'est par rapport à la bande de passants. Par exemple, j'ai eu en fait un client une fois, il me dit moi avant j'autorise du télétravail pour les utilisateurs qui ont les habilitations nécessaires. Dans la semaine, donc avant le confinement, ou bien tout au long de l'année 2019, donc j'ai en moyen 200-300 utilisateurs qui se connectent par jour sur mon infra, donc via le VPN. Dans un seul coup, voilà, avec le confinement, les entreprises en fait, ils se trouvent avec 3000, 4000 personnes, même 10 000 personnes en fait qu'il faut qu'ils se connectent sur le réseau d'entreprise parce que tout le monde est confiné. Il y avait deux problématiques principalement. Donc, première problématique, c'était en fait au niveau des équipements. Donc, soit les licences n'ont pas été suffisantes. Ça, c'était la première problématique. Et deuxième problématique qui était super intéressante, c'est par rapport à la bande passante de connexion à distance. Parce que si avant vous avez que 200 utilisateurs qui se connectent, alors que dans un seul coup, avec le confinement, vous avez 10 000 personnes qu'il faut qu'ils se connectent, dans ce cas-là, il faut penser à augmenter la bande passante. Ok? C'est pour ça, pour les connexions à distance, il faut penser d'augmenter la bande passante. Ok? Alors, la sécurité, deuxième avantage, c'est les protocoles de cryptage et d'authentification qui protègent les données contre tout accès non autorisé. Dans ce cas-là, c'est que les VPN, donc comme j'ai dit avant, peuvent inclure des mécanismes de sécurité offrant, bien entendu, un niveau de sécurité très élevé. Et tout cela, c'est grâce à l'utilisation des protocoles de chiffrement et d'authentification avancés qui protègent les données contre tout accès non autorisé. Très bien. Alors, l'évolutivité, c'est que dans ce cas-là, les VPN aux entreprises, les VPN permettent aux entreprises d'utiliser l'infrastructure d'Internet des fournisseurs accès Internet et des périphériques, ce qui permet d'ajouter donc facilement des nouveaux utilisateurs. Par exemple, moi je peux utiliser donc l'infrastructure de mon fournisseur accès internet, voilà, pour établir un lien site to site ou bien pour établir un VPN site to site entre mes deux gateways ou bien entre mes deux sièges. Ok. Après, je peux utiliser donc l'infrastructure internet de fournisseurs d'accès internet pour permettre à mes utilisateurs qui sont chez eux, par exemple, qui sont confinés par exemple chez eux, de établir une connexion VPN donc vers l'entreprise. Tout en passant bien entendu dans ce cas-là par l'infrastructure internet des fournisseurs accès internet. Alors,
la compatibilité, donc les VPN peuvent être mis en œuvre sur une grande variété d'options d'analyse en WAN, donc y compris donc les technologies à large bande. Dans ce cas-là, c'est les travailleurs distants peuvent utiliser ces connexions haut débit pour obtenir un accès sécurisé aux entreprises. Alors dans ce cas-là, c'est que lorsque je parle la compatibilité, c'est plus la compatibilité avec la technologie haut débit. Dans ce cas-là, c'est que les VPN, donc, ils permettent principalement aux télétravailleurs de bénéficier d'une connexion haut débit rapide, comme la technologie la DSL, donc qui inclut la DSL par exemple, la fibre, pour accéder au réseau de l'entreprise. Et dans ce cas-là, c'est que la connectivité haut débit offre bien entendu une flexibilité et une efficacité. Et dans ce cas-là, c'est que les connexions haut débit rapides peuvent également être une solution rentable pour connecter des bureaux distants. Ok. Alors, l'entreprise and service provider VPN. Donc, les VPN, ils peuvent être générés de deux manières. C'est ce qu'on appelle la première manière, c'est entreprise VPN et le service provider VPN. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux éléments? Alors, entreprise VPN, c'est une solution commune pour sécuriser le trafic d'entreprise, bien entendu, sur Internet. Donc, c'est comme les VPN de site au site et d'accès à distance sont créés et gérés par l'entreprise à l'aide de VPN IPsec SSL. Lorsque je parle du entreprise managed VPN, c'est un type de VPN donc d'entreprise. C'est-à-dire c'est que pour sécuriser le trafic d'entreprise sur Internet, mais notamment ces types de VPN, donc devraient être déployés par il devrait être déployé par les entreprises. La maintenance, il devrait être assurée par l'entreprise. Et tout ce qui concerne donc la configuration et l'évolution de ces VPN, donc par la suite, donc c'est l'entreprise, c'est elle en fait qui gère ça. Ok. Alors parmi les choses en fait qu'on peut trouver dans l'entreprise Managed VPN, c'est ce qu'on appelle par exemple le site VPN. C'est par exemple en fait on a un IPsec VPN, vous avez des gateways entre eux, donc il faut qu'ils communiquent. Toujours restant l'exemple, un siège qui est à Londres et l'autre siège qui est par exemple à Paris. Dans ce cas-là, pour faire réduire les coûts et pour éviter de passer par le réseau de l'opérateur, c'est que vous pouvez créer un type de VPN IPsec entre les deux gateways. Après, vous avez en fait aussi, vous pouvez gérer ou bien vous pouvez créer des tunnels IP, ce qu'on appelle en fait des GRE. Et donc GRE, malheureusement, ils sont connus, qui sont pas sécurisés. Mais pour la sécurité, c'est qu'en fait, on rajoute en fait de l'IPsec au GRE. Ok. Après, donc vous avez des autres types et c'est ce qu'on appelle le DMVPN. Donc, et puis en fait, vous avez donc ce qu'on appelle l'IPsec Virtual Tunnel Interface, donc qui est connu pour gérer donc la multicast. Très bien. Après, donc ça c'est pour site-to-site VPN. Et après, vous avez l'autre type d'entreprise managed VPN, donc l'entreprise qui peut le gérer, c'est ce qu'on appelle le Remote Access VPN. Le Remote Access VPN, c'est que lorsque vous allez permettre aux utilisateurs, ou bien la façon par laquelle, c'est quelle technologie de VPN donc il sera utilisé par les utilisateurs pour se connecter à distance sur le réseau d'entreprise. Donc il y a deux choses, soit en fait on utilise en fait un SSL VPN ou bien en fait même en fait un IPsec VPN. Ok. Après en fait on a le service provider VPN. Donc le service provider VPN, donc il crée et créé et géré par le réseau du fournisseur. Donc c'est le fournisseur dans ce cas-là utilise ce qu'on appelle donc du réseau MPLS, donc au niveau de la couche 2 ou bien de la couche 3 pour créer des canaux sécurisés entre les sites d'une entreprise, séparant ainsi efficacement le trafic des autres trafics clients. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez en fait un réseau d'opérateurs, précisément en fait le MPLS, c'est que l'MPLS, il n'y a pas que vous, hein, il y a des autres clients, mais l'opérateur ils configurent pour séparer donc le trafic entre les différents clients précisément donc via des VRF. Ok. Après, pour le service provider VPN, on trouve du layer 2 MPLS ou bien du layer 3 MPLS. Après, tout ce qui concerne donc les solutions legacy, on trouve du frame relay ou bien du LATM. Très très bien. Donc, le VPN Remote Access. Donc, le VPN Remote Access ou bien les VPN d'accès distance en français, donc ils sont utilisés pour la connexion des machines clientes qui doivent accéder en toute sécurité au réseau de l'entreprise, donc via Internet. Ok. Alors, je prends un exemple
simple, vous êtes en déplacement à Paris et votre entreprise donc elle est basée à Marseille. Très bien. Donc il faut que par exemple vous se connectez à distance pour récupérer certains fichiers à partir de votre serveur de partage de fichiers qui n'est pas accessible depuis internet. Dans ce cas-là, la meilleure manière et la meilleure solution c'est de se connecter via un VPN Remote Access au réseau de votre entreprise pour récupérer ces on va dire ces fichiers. Donc vous allez établir donc un VPN Remote Access au réseau vers la gateway de votre entreprise, donc qui sert pour les VPN Remote Access. Dans ce cas-là, lorsque vous allez s'authentifier, vous serez associé bien entendu si vous êtes par exemple derrière un Cisco ASA, c'est ce qu'on appelle en fait des ACL managers. Et au niveau des ACL managers, tout dépend du groupe là où vous êtes lié. Vous avez bien entendu des policies, des policies, c'est-à-dire en fait des rules, des règles qui autorisent de partir une telle source qui dépend de votre groupe et de votre pool d'adresses vers un serveur avec un tel service. Dans ce cas-là, si vous êtes autorisé, bien entendu, vous pouvez récupérer vos fichiers sans aucun problème. Très très bien. Alors, le VPN Remote Access, on peut avoir deux types, donc le VPN Remote Access de type SSL VPN, ou bien le deuxième type, en fait, c'est le IPsec VPN. Très bien. Certes que le VPN IPsec, en fait, il propose plus de sécurité, et en fait, c'est strong, c'est fort par rapport à un VPN SSL. L'inconvénient du VPN IPsec, et je vous donne en fait quelques exemples très pratiques. Avec un VPN IPsec, pour établir un tunnel VPN IPsec pour accès à distance, en fait, il faut avoir certains numéros de port spécifiques qui soient autorisés. Je m'explique. Admettons que vous êtes dans une présentation dans une entreprise. Ok, donc vous devez accéder donc au réseau de votre entreprise pour faire par exemple, on va dire, une démo. Ok. Cette entreprise donc qui vous accueille, donc ils vous ont donné en fait un accès donc au niveau de leur Wi-Fi guest, donc c'est-à-dire le Wi-Fi invité, des invités. Dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que, et la plupart du temps, c'est que ces Wi-Fi guests, ils sont derrière des firewalls. Et sur ces firewalls, vous avez un peu des numéros de port qui sont un peu spécifiques, par exemple du HTTP, du HTTPS, du SSH, du Telnet, du SMTP, donc vraiment des ports standards. Sauf comme j'ai déjà dit, c'est qu'avec un IPsec, il y a des numéros de port qui sont un peu spécifiques pour le bon fonctionnement de l'IPsec. Ok. Maintenant, ce qui va y arriver, vu qu'en fait vous ne pouvez pas établir, parce qu'en fait il y a du numéro de port standard, la meilleure solution c'est établir en fait une type de connexion du VPN SSL. Et les VPN SSL, aujourd'hui, c'est l'orientation de la plupart des entreprises, parce que pour établir une connexion VPN SSL vis-à-vis à ces conditions, lorsque vous êtes derrière un Wi-Fi guest, ou bien même en fait lorsque vous travaillez à partir d'un hôtel, si vous êtes en déplacement et que ces organismes en fait, on va dire qu'ils autorisent juste des ports standards. Dans ce cas-là, et vu qu'en fait la plupart en fait ils autorisent du HTTPS, donc la meilleure solution dans ce cas-là, c'est établir un VPN SSL. Ok. Alors, pour les VPN remote, pourquoi en fait les VPN SSL? Parce que tout simplement, ils vont se baser sur du port 443, c'est-à-dire voilà, qui est utilisé par le service HTTPS pour établir en fait un tunnel SSL. Ok. Donc c'est plus facile par rapport en fait à un IPsec. Après oui, donc il y a certainement des entreprises en fait qui s'en foutent en fait de ces détails. En fait, ils utilisent en fait du VPN IPsec. Ok. Après, s'il ne peut pas établir donc du VPN IPsec, donc il peut proposer des autres intermédiaires à leurs utilisateurs, donc notamment de se connecter donc par exemple à l'LVDI, ou bien en fait des machines des machines clientes qui sont à leur disposition au niveau du cloud. Très très bien. Alors pour les VPN Remote Access, en fait on peut trouver il y a deux choses en fait, ou bien deux types de communication.
Donc c'est ce qu'on appelle en fait de client-based VPN connection. Alors le client-based connection, dans ce cas-là, on va se baser sur un logiciel ou bien d'une application cliente qu'il faut qu'on installe au niveau de la machine. Ok, donc au niveau de la machine. Et puis ce qui va y arriver, c'est que lorsqu'on installe cette application au niveau de la machine, c'est grâce à cette application qu'on installe au niveau de la machine, c'est grâce à elle en fait qu'on va établir une communication vers notre gateway qui sert pour les VPN. Ok. Alors, les VPN SSL, donc, ils basés sur les clients, donc, offrent aux utilisateurs authentifiés un accès réseau complet de type LAN aux ressources de l'entreprise. Toutefois, les périphériques existants nécessitent l'installation d'une application cliente, c'est ce que j'ai dit, comme un client de VPN de Cisco ou le nouveau client AnyConnect sur les périphériques d'utilisateur final. Ok. Donc, par exemple, le nom du le nom client en fait pour établir une connexion de type principalement, on reste dans l'exemple du VPN SSL, c'est ça ce qu'on appelle en fait un VPN le client AnyConnect. Après, par exemple, il y a des autres solutions qui utilisent en fait des autres applications comme je crois alors, je crois en fait, par exemple, le Fortinet, donc il utilise de Forti Client. Il y a des autres, en fait, Palo Alto, Checkpoint, en fait, ils ont leur application cliente qui est dédiée donc à eux. C'est pas forcément la même chose. Ok. Très bien. Alors, le clientless VPN connection. Donc, le clientless VPN connection, c'est que dans ce cas-là, on ne va pas utiliser donc une application cliente qu'on va l'installer au niveau de notre poste, mais tout simplement, on va utiliser en fait un navigateur web standard pour établir une session SSL. Donc c'est-à-dire ce que moi je vais saisir au niveau de mon navigateur web, donc l'adresse IP ou bien le nom DNS donc de ma gateway, et puis en fait je serai redirigé vers un portail web. C'est là où il faut que je saisis vraiment donc mon login, mon mot de passe. Après je vais cliquer sur le bouton connecter. La différence principalement entre un client based VPN connection et un clientless VPN connection, avec un client based, donc là on a besoin bien entendu d'une application cliente, alors que un clientless on a besoin justement d'un navigateur web. Mais la différence avec un client based VPN connection, c'est que on aura un accès complet de type LAN au réseau de l'entreprise. Donc on n'aura pas une restriction au niveau des services qu'on peut l'utiliser, mais bien entendu, tout dépend en fait des policies qui sont configurées, par exemple avec mon compte ou bien en fait au groupe en fait auquel je suis lié. Sur l'équipement. Par exemple, sur un Cisco AISC, lorsque vous allez configurer un VPN SSL, ce qui arrive, c'est que il faut qu'on associe, on va dire, cet utilisateur en fait à un groupe. Et sur ce groupe-là, en fait, on configure ce qu'on appelle des ACL managers. Et au niveau des ACL managers, donc on va trouver donc on va dire le groupe. Et dans ce groupe-là, en fait, on va configurer c'est ce qu'on appelle en fait les policies. Ok. Hormis que le clientless de VPN connection, c'est que les services ils sont limités. Donc, notamment, on peut utiliser que par exemple du HTTP, HTTPS, et je suppose aussi par exemple des services comme du FTP. Ok. Alors, je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Donc, un client Cisco AnyConnect, donc ça ressemble à comme ça. C'est que vous allez lancer donc votre client Cisco AnyConnect. Donc, lorsque vous allez lancer donc votre Cisco AnyConnect, donc il va se lancer donc comme cette image. Hop. Donc comme cette image, et puis en fait ici vous allez saisir donc le nom de votre gateway. Ici en fait il y a un menu déroulant qui enregistre donc vos gateways. Ok, donc lorsque vous allez saisir donc votre gateway, donc là vous allez cliquer sur le bouton connect. Lorsque vous allez cliquer sur le bouton connect, donc si le Cisco AnyConnect donc il arrive bien à établir une communication avec le Cisco avec votre gateway, c'est que là il va vous proposer, donc s'il y a plusieurs groupes, donc choisir le groupe
auquel en fait vous êtes autorisé donc dans cet entier, et du coup en fait il va saisir donc un login à mot de passe. Après donc vous allez taper donc en fait vous allez cliquer sur OK. Après donc il y a derrière une vérification, il y a un contrôle de posture, donc il y a toutes sortes de process que vous pouvez configurer avant de se connecter au réseau de votre entreprise, donc notamment si vous avez donc un multi-factor authentication, donc soit avec un OTP par exemple, bon, OTP, bon, c'est pas le cas dans ce cas-là, dans cette image, parce que vous n'avez pas en fait donc un troisième champ. Voilà, multi-factor authentication pour valider avec yes, ou bien no, ou bien confirmer, ou bien decline pour confirmer donc votre authentication. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte lorsque vous allez se connecter au niveau de votre VPN Remote Access. Et bien entendu, tout dépend de la sécurité qui est employée dans ce cas-là. Après, donc le client InterConnect, donc il crée en fait, c'est ce qu'on appelle en fait un tunnel TLS, donc vers le firewall, donc qui attend donc la connexion des VPN clients. Et dans ce cas-là, c'est que le tunnel, donc il va crypter tout le trafic qui vient de votre poste vers n'importe quelle application qui sera autorisée, là où vous serez autorisé de se connecter au niveau de votre réseau d'entreprise lorsque vous serez connecté en VPN. Très bien. Après, vous avez en fait Clientless VPN Connection, donc ça ressemble un peu à ça. Bon, c'est un exemple un peu standard. Là, comme j'ai dit, avec un clientless VPN connection, c'est que vous allez utiliser, c'est ce qu'on appelle un navigateur web, et puis vous allez saisir donc l'adresse IP de votre gateway, et puis en fait vous allez saisir votre login et votre mot de passe. Après, lorsque vous allez saisir votre login et votre mot de passe, donc vous aurez donc une petite page qui ressemble à celle-ci, donc vous pouvez en fait des bookmarks. Après, comme j'ai déjà dit, c'est que malheureusement c'est avec un clientless VPN connection, c'est que les services ils sont limités. Par exemple là on peut avoir du HTTP, du HTTPS, et peut-être en fait des autres services comme du FTP. Ok, très très bien. Bon, je passe au prochain diapo, mais excusez-moi, justement avant que je passe en fait au prochain diapo, on peut avoir des choses comme ça. C'est que c'est ce qu'on appelle en fait le split tunneling. Bon, je vais rentrer un peu en détail, mais même si en fait c'est pas l'objectif de cette présentation. Vous êtes ici, donc là, vous avez en fait votre gateway, c'est-à-dire votre VPN. Donc vous avez établi donc une connexion VPN SSL, donc vous êtes connecté. Mais ce qu'il fait, c'est que vous pouvez configurer en fait ce qu'on appelle le split tunneling. Donc le split, comme ça, le split tunneling. Hop. J'espère que je me suis pas trompé en orthographe. Donc le split tuning, c'est que vous allez spécifier les réseaux qui vont passer par votre tunnel. Par exemple, tout ce qui concerne le 10.100, par exemple 112.0.0/6, c'est que vous allez dire que ce réseau-là, 10.112.0.0.6, c'est qu'il va passer par le réseau d'entreprise, pardon, par le tunnel VPN SSL que vous avez établi. Mais tout ce qui est en fait hors de réseaux qui sont autorisés dans le split tunneling. Après, dans le split tunneling, c'est qu'en fait vous avez des choses. Soit en fait vous allez mettre include, ou bien en fait vous allez mettre exclude. Alors include, c'est-à-dire c'est que vous allez inclure que tous les réseaux qui sont spécifiés dans l'include, c'est que ils vont passer par le VPN SSL, et ton l'exclude, c'est que vous allez passer tout sauf ces réseaux là. Par exemple, on va exclure le réseau d'un réseau public, par exemple 52.4.0.0/16. Ok, donc il y a deux types dans le split tuning. Soit en fait vous allez inclure des réseaux qui vont passer par votre VPN SSL, sinon en fait vous allez exclure certains réseaux. Ok, donc là on passe au prochain diapo pour regarder pour regarder en fait donc les VPN site to site. Un VPN site to site, c'est un type de VPN qu'on peut l'établir entre deux gateways, c'est-à-dire en fait entre des équipements distants. L'objectif derrière, c'est établir un tunnel VPN entre ces deux gateways. C'est un tunnel donc sécurisé, parce qu'en fait vous avez de la donnée qui va circuler au niveau de ce tunnel.
Très bien. Alors le premier point que je voudrais dire, c'est qu'un VPN de type site à site, donc il est créé lorsque vous avez les périphériques situés des deux côtés de la connexion VPN, connaissent par avance la configuration VPN. Bien entendu, pour établir donc un VPN de type site au site, c'est que chaque gateway ou bien chaque équipement qui veut établir une communication, ou bien il veut établir un VPN site to site, il faut qu'il connaisse donc la configuration de l'autre équipement de l'autre côté. Bon, je prendrai quelques exemples. Ici, au niveau de chaque équipement, on a en fait une adresse IP publique au niveau de sa patte outside ou bien au niveau de son interface outside. Cette IP publique, donc, il est reconnu de ce qu'on appelle en fait dans le langage de VPN site to site, c'est ce qu'on appelle le peer IP. Très bien. Alors le peer IP, donc là et là, c'est ce qu'on appelle en fait le peer IP. Dans la configuration de VPN site to site, donc moi par exemple, ça c'est l'équipement qui est basé à Paris, et puis en fait ça c'est l'équipement qui est basé à New York. Très bien. Donc dans ma configuration VPN site to site, il faut que je configure pour que je dis dans la configuration VPN site to site, il faut que je dise que l'équipement avec lequel je vais établir donc un VPN site to site, donc son IP c'est celle-ci. Très bien. Donc c'est l'équipement de New York. Et puis pour établir donc à partir de l'équipement de New York donc une VPN site to site avec l'autre côté, donc c'est-à-dire avec l'équipement donc il y a Paris. Donc je dis que son peer IP donc il est celle-ci. Donc il s'agit de cette adresse IP. OK. Après en fait il y a toutes sortes en fait des algorithmes, il faut que le configurer et ça en fait on va revenir après. Très bien. Bon, pour l'instant, pour votre niveau CCNA, c'est juste en fait, il suffit juste de connaître ces éléments parce que déjà la configuration ou bien même les détails du VPN site to site, en fait, ils sont pas détaillés, ils sont pas demandés dans votre programme CCNA 200-301. Il faut juste en fait que vous compreniez c'est quoi la différence entre un VPN Remote Access principalement et un VPN site to site parce que c'est ça ce qui est en fait inscrit dans le blueprint de l'examen de la formation Cisco CCNA 200-301. Très bien. Alors, et un deuxième point, c'est que les VPN site-to-site donc connectent entre des réseaux entiers. Ils peuvent par exemple connecter un réseau de filiales, un réseau du siège d'une entreprise. Lorsque vous allez configurer donc un VPN site-to-site, il faut identifier donc les réseaux bien entendu qui vont passer par le tunnel, donc notamment tous les réseaux par exemple qui sont derrière le réseau Paris, et puis en fait tous les réseaux qui sont derrière le réseau New York. Dans ce cas-là, lorsque le VPN site-to-site donc il sera établi et le tunnel donc il sera remonté, donc ça sera up donc sans aucun problème. Donc la communication a bien passé, puis en fait le tunnel donc il a remonté, c'est que l'utilisateur qui sont derrière Paris, ils peuvent rejoindre les utilisateurs qui sont ou bien les serveurs qui sont derrière le réseau network et vice versa, c'est que les réseaux qui sont derrière New York, ils peuvent rejoindre donc le réseau qui sont derrière le réseau qui est derrière l'équipement qui est à Paris sans aucun problème. Ok. Dans un VPN de type C2C, donc les autres finaux envoient, donc c'est-à-dire les clients, ou bien même en fait les serveurs, donc ils envoient, reçoivent de type de trafic TCP, IP, donc normal par l'intermédiaire d'une passerelle VPN. Et c'est que cette passerelle VPN, donc c'est elle qui est responsable de tout ce qui concerne donc l'encapsulation et du chiffrement de la totalité du trafic sortant issu d'un site spécifique. C'est voilà parce qu'en fait il passe par un tunnel, donc dans ce cas-là, donc il y aura un chiffrement qui sera imposé par la passerelle VPN afin de protéger donc les données qui vont circuler au niveau du tunnel. Très bien. Donc je passe au prochain diapo. Hop. Alors, aujourd'hui, en fait, le framework, hein, moi je l'appelle en fait un framework, ou bien si en fait il y a des gens qui l'appellent en fait un protocole, c'est pour établir une communication VPN site to site, c'est ce qu'on appelle en fait l'IPsec. Donc l'IPsec. Alors, c'est quoi un IPsec? L'IPsec ou bien Internet Protocol Security, donc c'est-à-dire IP Security ou bien Internet Protocol Security. Donc il était défini par l'UETFF comme un cadre, voilà c'est ce que j'ai dit, c'est un framework
de standards ouverts pour assurer de communication privée et protégée sur des réseaux IP. Donc l'IPsec donc protège et identifie les paquets IP entre la source et la destination et fournit ces informations de sécurité essentielles. Alors parmi les éléments en fait qui le fournissent en fait, les fonctions qui le fournissent en fait un IPsec, ou bien le framework IPsec, moi je préfère l'appeler comme ça. Première des choses en fait, c'est ce qu'on appelle la confidentialité ou bien le chiffrement. Lorsque je parle de confidentialité ou bien du chiffrement, c'est que dans ce cas-là, ils vont utiliser des algorithmes de cryptage pour empêcher principalement les cybercriminels ou bien les hackers de lire le contenu du paquet. Dans une implémentation VPN C2C avec l'IPsec, principalement, c'est que les données privées qui circulent sur un réseau public, pour cette raison, en fait, on applique le chiffrement bien les confidentialités. Donc la confidentialité des données dans ce cas-là est un élément qui est primordial, et cette confidentialité peut être obtenue en chiffrant les données avant leur transmission sur le réseau. C'est-à-dire, c'est que aujourd'hui, moi j'ai une donnée qui va circuler en fait au niveau de mon tunnel. Je vais appliquer en fait un chiffrement, une encryption, une confidentialité avec quelques algorithmes de cryptage. Ça en fait on va le voir dans le prochain diapo. À savoir dans ce cas-là, ce qui va se passer pour empêcher que le contenu de ma data donc, soit lu par des hackers. Donc dans ce cas-là, j'applique en fait de la confidentialité par des algorithmes de cryptage ou bien des algorithmes d'encryption en anglais. Dans ce cas-là, c'est que même si en fait lui donc il va intercepter, mais il va rien comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il va rien comprendre. Très bien. Deuxième point et deuxième fonction de sécurité essentielle dans l'IPsec, c'est ce qu'on appelle en fait l'intégrité. L'intégrité, c'est qu'on va utiliser des algorithmes de hachage pour s'assurer que le paquet n'a pas été modifié entre une telle source et une telle destination. Ça, c'est super important. En plus du chiffrement qu'il propose l'IPsec, en fait, on a ce qu'on appelle l'intégrité des données. Dans ce cas-là, c'est que le destinataire peut vérifier que les données ont été transmises via Internet, par le tunnel, donc via Internet, sans modification, ni en fait en plus ce qu'on appelle une altération d'aucune sorte. S'il est important que les données soient chiffrées sur un réseau public, il est tout autant de vérifier que ces données n'ont pas été modifiées durant leur transfert. Donc c'est à ça en fait, c'est en fait l'intégrité, c'est qu'il faut s'assurer. S'il est important que les données donc, soient chiffrées sur le réseau public qui passe par le tunnel donc VPN, il faut autant vérifier qu'il n'y avait pas en fait une modification des données lors de leur transfert. Et tout ça en fait, par exemple, les protocoles qu'on peut voir, c'est ce qu'on va voir en fait dans les prochains diapos. Je vais vous montrer en fait un petit framework. C'est ce qu'on appelle le SHA ou bien le SHA. Très bien. L'authentification. Alors, ça veut dire quoi l'authentification? Alors, l'authentification, c'est qu'il utilise le protocole IKE, donc Internet Key Exchange. Et dans ce cas-là, lorsqu'en fait je parle de l'IKE, il y a deux versions, donc il y a la version 1 et la version 2. C'est exactement pour authentifier donc la source et la destination. Donc là, je répète, pour l'IKE, il y a deux versions. Donc c'est l'IKE version 1, et puis en fait, vous avez aussi donc l'IKE version 2. Très bien. Ok, alors aujourd'hui, lorsqu'on fait de l'authentification, l'objectif c'est que l'authentification il va vérifier l'identité de la source des données envoyées. Principalement, cette opération est nécessaire afin de se prémunir contre un certain nombre d'attaques, on va dire de spoofing d'identité, ou bien ce qu'on appelle en français de l'usurpation d'identité de l'exploiteur. Dans ce cas-là, c'est que l'authentification il garantit que l'authentification en fait il garantit que la connexion est réalisée avec le bon partenaire de communication souhaité. Et dans ce cas-là en fait le protocole IPsec donc il utilise l'IKE donc Internet Key Exchange pour authentifier donc les deux équipements. Après en fait pour l'authentification il y a différents types en fait d'authentification dans ce cas-là en fait qu'on peut utiliser avec l'IKE, donc c'est ce qu'on appelle le PSK. Donc ça en fait on va voir dans le prochain diapo. Ou bien en fait aussi c'est ce qu'on appelle en fait des PKI
Public Key Infrastructure, ce qu'on appelle en fait aussi des certificats numériques. Très bien. Après, en fait, on a le troisième point qui peut nous fournir en fait donc l'IPsec, c'est ce qu'on appelle le protection anti-reprise ou bien anti-reply. J'essaie en fait à la fois de dire les mots en anglais parce que la plupart du temps c'est que vous allez trouver que des mots en anglais, hein, vous n'allez pas trouver des mots en français. Lorsque je parle en fait des protections en fait anti-replay, c'est que c'est un type de protection anti-reprise qui vérifie que chaque paquet est unique et n'est pas été dupliqué. Lorsque je parle d'une protection anti-reply ou bien anti-reprise, c'est la capacité à détecter et à rejeter des paquets qui ont été rediffusés, ce qui contribue vraiment donc à empêcher du spoofing ou bien de l'usurpation. Très bien. Alors, parmi en fait les protocoles d'encapsulation qu'on peut trouver avec de l'IPsec, c'est ce qu'on appelle donc en fait il y a deux. Donc il y a deux protocoles en fait qu'on peut trouver pour l'encapsulation IPsec. Première, c'est ce qu'on appelle le AH, donc ou bien en fait en tête d'authentification, ou bien en fait authentification header. Le choix de l'encapsulation du protocole IPsec, c'est le premier élément constitutif du framework. Et comme je dit, c'est qu'il y a deux protocoles IPsec principaux pour ce type d'encapsulation. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le AH, ou bien en français en tête d'authentification. Donc si vous voulez vraiment avoir la traduction, le AH, donc il permet de procéder aux opérations donc suivantes. Il y a juste l'authentification et l'intégrité. C'est-à-dire c'est que tous les données sont en texte clair. Et en plus de ça, même si en fait vous allez configurer lorsqu'en fait vous voulez configurer en fait du hash comme l'encapsulation, dans ce cas-là, ce qui va y arriver, c'est que tout simplement il n'y aura pas en fait une proposition d'un protocole de choisir en fait un protocole du chiffrement, parce que tout simplement donc lui le hash donc il prend pas en charge le chiffrement, mais justement juste l'authentification et l'intégrité. Et dans ce cas-là, c'est que tous les données seront transportées en texte clair. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le AH. Donc le AH. Après, on a ce qu'on appelle l'Encapsulation Security Payload. C'est ce qu'on appelle aussi le ESP. Alors, le ESP, en plus donc en plus des opérations qui sont proposées par le hash, donc c'est-à-dire l'authentification et l'intégrité. Donc lui, donc il propose l'authentification, l'intégrité, mais ce qui est très intéressant, il propose donc le chiffrement. Donc c'est-à-dire c'est que les données utiles transportées sont chiffrées. Ok. Donc l'IPsec, les protocoles d'encapsulation d'IPsec, ils sont deux. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle en fait le AH, et puis en fait le ESP. Donc le AH, donc ils prennent en charge l'authentification et l'intégrité. Donc c'est là l'authentification et l'intégrité. Et puis en fait le ESP, donc il prend en charge le chiffrement, l'authentification et puis l'intégrité. Très très bien. Après moi, comme j'ai dit, c'est que moi je vais pas en fait essayer de rentrer en détail de chacun en fait des protocoles, parce que moi derrière c'est juste en fait pour vous montrer comment ça fonctionne l'IPsec, parce que comme j'ai dit c'est que c'est pas obligatoire au niveau de votre au niveau du cours du CCNA. Donc l'IPsec framework, donc parmi les choses en fait le cadre IPsec ou bien le framework IPsec en fait il comporte quelques éléments constructifs de base qui doivent être sélectionnés. Par exemple, on a les protocoles IPsec. Donc là, on a soit le AH, ou bien le ESP, ou bien en fait, on peut choisir le ESP plus le AH. Dans le cas de choisir en fait un protocole ISP, c'est que lors de la configuration d'une gateway IPsec, en vue de fournir des services de sécurité, un protocole IPsec doit être sélectionné. Donc, dans ce cas-là, c'est que les choix possibles sont des combinaisons des technologies ESP-AH. Donc, d'une manière très réaliste, c'est que le ESP est toujours sélectionné parce que tout simplement la méthode AH, donc elle-même ne permet pas ne permet pas de prendre en compte le chiffrement. Ok. Après, il y a un point très important, c'est la confidentialité, de choisir les protocoles de confidentialité.
Le confidentialité est principalement choisi si en fait on choisit de l'ESP. Donc la confidentialité, donc c'est en cas d'implémentation du protocole IPsec avec la technologie ESP. C'est l'algorithme c'est en fait un ensemble ou bien les algorithmes de chiffrement sélectionnés qui doit sélectionner en fait doit de préférence correspondre au niveau de sécurité en fait souhaité. Donc soit vous avez en fait du 2S, du 3DS, donc du AES. Donc par exemple vous avez du AES 128, 128 par exemple. Vous avez du iOS par exemple 256 ou bien même aussi du SEAL. Principalement l'algorithme iOS donc est fortement recommandé, surtout en fait si on implique le iOS avec le GSM pour une sécurité maximale. Très bien. Alors, l'intégrité. Alors, l'intégrité, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'intégrité, c'est que tout simplement, c'est pour garantir que le contenu n'a pas été modifié lors du transit. Hein. Et les choix, en fait, et les choix, en fait, possibles qui incluent l'intégrité, en fait, vous avez deux algorithmes. Soit, en fait, vous avez du MD5 ou bien vous avez du SHA. Ou bien du SHA ou bien du SHA. Très bien. Après, vous avez aussi donc de l'authentication. L'authentication, représente la manière selon laquelle les périphériques sont authentifiés principalement chaque extrémité du tunnel VPN. Et il y a deux méthodes en fait. Il y a soit en fait du PSK ou bien du RSA en fait si on choisit en fait du certificat. Le PSA c'est-à-dire le PSK c'est Pre-Shared Key. C'est pour authentifier que les deux équipements en fait qui parlent bien entre eux et que c'est lui en fait l'autre équipement et l'autre en fait il pose en fait pour vérifier que lui c'est l'autre équipement avec lequel il communique. Après nous avons en fait ce qu'on appelle le défi Hellman. Donc le défi Hellman, donc il y a principalement il y a plusieurs groupes. Hein. Donc le défi Hellman, ou bien le groupe défi Hellman, donc il représente la manière selon laquelle une clé secrète partagée établie entre des homologues diverses des homologues non excusez-moi entre des homologues, c'est-à-dire donc entre deux gateways et après donc il y a diverses options qui sont possibles hein. Donc notamment donc il y a le DH1, le DH2, le DH5 et aussi en fait le DH24. Après l'algorithme en fait avec le DH24 est celui qui offre plus de sécurité. Très bien. Maintenant, vous allez me poser la question certainement, c'est que si vous avez en fait, il faut établir en fait une communication VPN site-to-site entre deux partenaires. Comment ça se passe en réalité dans un milieu d'entreprise. Alors, dans un milieu d'entreprise, donc déjà l'équipe RSSI ou bien l'équipe CISO qui est gérée par un CISO, donc c'est-à-dire un responsable de sécurité système d'information, c'est eux qui spécifient donc leur choix. Donc par exemple, IPsec protocol, donc là dans ce cas là on va utiliser de l'ESP. Pour confidentiality on va utiliser de l'AES 256. Pour l'integrity on va utiliser du SHA-2. L'authentication on va utiliser un PSK qui sera communiqué par téléphone ou bien via un email sécurisé. Pour tout ce qui est défilement, donc on va utiliser du DH5 ou bien DH24. En fait c'est un formulaire qui sera échangé entre deux partenaires avant d'établir en fait un VPN site-to-site. Donc c'est-à-dire c'est que moi je vais remplir mon formulaire, l'autre il va remplir son formulaire, il faut que ça correspond. Si ça correspond pas, on peut se téléphoner pour dire que voilà, vous utilisez du SHA-1 alors que nous en fait on utilise du SHA-2. Dans ce cas-là, il peut m'expliquer ses raisons parce que voilà, son équipement il ne prend pas en compte le SHA-2, il prend juste le SHA-1. Donc en effet, on peut s'arranger entre nous pour établir la communication. Mais généralement, pour établir une VPN site-to-site, parce que il y a par exemple, la plupart du temps, c'est ça, c'est qu'il y a des échanges de fichiers entre deux entreprises, afin d'éviter que ces fichiers soient envoyés par Internet, parce qu'en fait, ce sont, je sais pas, des fichiers financiers, des fichiers de comptabilité. La plupart des entreprises, donc, il établit en fait des VPN site-to-site. Donc là, c'est entre deux gateways. Et pour ces échanges de ces données-là, avant d'établir un VPN SSL, c'est qu'il y a une sorte de formulaire donc, qui sera rempli par le partenaire, par vous-même.
et par vous-même, parce qu'il y a une équipe qui s'appelle RSSI ou bien l'équipe CISO, donc je sais pas en fait comment ça s'appelle au niveau de votre entreprise, mais principalement c'est ça, donc c'est ce qu'on appelle la sécurité fonctionnelle, c'est que ils font toujours des choix pour établir donc un VPN, donc IPsec, donc comme j'ai dit, donc le choix d'IPsec protocol, le choix des algorithmes de confidentiality, integrity authentication. Après, voilà, on s'envoie les données ou bien on s'envoie le formulaire. Et puis ce formulaire, on vérifie si en fait c'est compatible. Si c'est pas compatible, on peut se téléphoner pour trouver en fait une solution. Et puis en fait, on choisit un créneau horaire pour établir un VPN SSL entre la société par exemple A et la société B. Ok.